chaîne de proximité. Kinshasa dans l'écran, c'est ta réalité. Pour la pub, les magazines, viens t'exprimer. Mosaïque, mosaïque, on va te montrer. On va te montrer. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre numéro Parlons-en sur Mosaïque Télévision, Insigne Télévision et d'autres chaînes partenaires. Nous sommes aujourd'hui le 29 mai 2026, en République démocratique du Congo. On parle beaucoup de choses, donc il y a plusieurs actualités qui font la ronde. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai toujours ici des Congolais de bonne qualité qui ont toujours accepté de venir partager le plateau avec nous. Pour qui aujourd'hui nous allons essayer de parler sur la situation qui fait la une de l'actualité, changement, modification de la Constitution. Nous allons aussi essayer de parler par rapport à la maladie d'Ebola. Donc nous allons mettre juste un mot sur la maladie d'Ebola. Et après, on doit essayer aussi de parler sur l'accord de Washington. L'accord qui a été signé entre la RDC et le Rwanda sous la médiation américaine. Où en sommes-nous avec les résultats? Parce que on avait signé cet accord pour avoir la paix. Où en sommes-nous avec cette situation? C'est avec les trois petites thématiques et nous allons essayer de réfléchir ensemble avec mes invités de marque. Je commence d'abord par l'air salué. Je commence avec monsieur Albert Kiamalinga. Bonjour et bienvenue sur Insigne Télévision et Mosaïque Télévision. Bonjour cher Moïse, bonjour mon co-débatteur du jour, l'honorable Boulakali, le beau-frère et notre frère du Kivu. Bonjour nos amis que je n'oublie jamais, nos amis du Kivu qui sont en train de souffrir maintenant là suite aux fautes de cette guerre d'agression. Bonjour nos amis qui nous suivent derrière les caméras. Bonjour nos téléspectateurs, les gens qui nous suivent à la maison. Nous sommes ravis pour la première fois de participer à cet exercice dans cette émission ici, parler de notre République. Merci beaucoup, M. Albert. Il n'est pas seul, il est aussi accompagné par l'honorable docteur Omer Boulkali, qui est l'habitué de cette émission. Aujourd'hui, il est récit encore, comme vous l'avez réclamé, que je salue. Bonjour, honorable. Bonjour, monsieur le présentateur. Bonjour à mon co-débatteur Albert, mon frère. Mon beau-frère, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Je vais en profiter une fois de plus. Comme d'habitude, je ne peux pas ne pas penser à mes bien-aimés frères et sœurs qui sont au Kivu et qui souffrent des affres de la guerre. Permettez que je puisse glisser un mot à nos mamans qui vendent en Swahili. Oui. Amjambo ndugu, amjambo dada, wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi sana ndugu zangu ambao wanaendelea kusumbuliwa na maafa ya vita. Tunasikia watu wanazikwa kila siku, wengine wanaumia, wengine wanapoteza mali zao. Wote pamoja tunakuwa na moyo wa huzuni sana na tunakuwa tukifikiria kabisa nini inaweza kufanyika kusudi hali hii ya vita iweze kuisha na kumalizika katakata. Na kwa kupita deja niko na wajulisha kwamba sote tujiunge mkono mkononi, tuite wakuu viongozi wafanya siasa wote wa kwetu kwa kuketi kwa kikao kimoja, tuzungumze mambo inayohusu ya kwetu na tupate suluhisho ambayo tutapelekea mkubwa wa nchi ili amani iweze kurudi kwa lote. Na ni jambo ambalo tutaendelea, ni mademasha ambayo tulianzaka namna mnajua, na hiyo mademasha tutaendelea kabisa ili tuweze kupata suluhisho wakati wakubwa wafanya siasa wakubwa wote wa kwetu wataikala fasi moja na kuweza kutafuta suluhisho kwa jambo la amani ndani ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Docteur. Donc, je reste toujours avec vous, avec notre première thématique concernant la maladie d'Ebola. Docteur, quels sont les acquis et les insuffisances du système de surveillance et d'alerte précoce depuis les épidémies précédentes? Donc, c'est une question que vous pouvez un peu essayer de nous répondre, qui nous a été même envoyée la fois passée. On peut commencer par ça. Merci beaucoup, monsieur le présentateur. Je vais corriger un peu. L'autre fois, je disais que nous sommes à notre 8e épidémie, mais en essayant de vérifier, nous sommes à la 16e épidémie. Oui. À la 16e épidémie, nous devrions avoir déjà une expérience avérée, et je dis bien nous avons une expérience avérée. Le problème, c'est au niveau de la sensibilisation de la population, au niveau de la vulgarisation et des outils que nous avons. Savoir quelles sont les voies de transmission
et comment on peut se protéger. Ce que moi je peux dire en ce net moment, c'est que nous n'avons pas suffisamment du matériel, nous n'avons pas suffisamment de connaissances, on n'a pas investi suffisamment dans la lutte contre le virus à Ebola. Vous voyez, 16 épidémies pour une maladie ou un virus qu'on peut éradiquer, c'est déjà beaucoup, on n'a pas vraiment besoin. Donc, nous avons beaucoup de défis. Là où les gens vivent encore avec du gibier, ils consomment la chauve-souris et le singe comme de la nourriture, alors que nous savons très bien que la chauve-souris, c'est le réservoir naturel du virus. Vous pouvez vous convenir avec moi que c'est loin d'être éradiqué. Et pourtant, si on développait l'élevage dans ces coins et que la viande devenait facilement accessible, l'homme n'irait pas chercher une chauve-souris, alors qu'il y a des chèvres et des vaches qu'on est en train d'abattre, d'égorger pour nourrir la population. Donc ça, c'est au niveau alimentaire, c'est un défi. Et au niveau de l'information sanitaire aussi, les hôpitaux sont des business. Au lieu de mettre en place des stratégies qui peuvent faire à ce qu'on contienne la maladie dès qu'elle arrive, on met des stratégies pour avoir la survie, pour que les médecins et les infirmiers puissent être soignés, pour que les pharmacies puissent être ravitaillées en médicaments. Et ça biaise tout, et là, c'est de la responsabilité de l'État pour que tout puisse être mis en marche. Et je veux aussi corriger, pas corriger, mais compléter. Quand nous sommes au début d'une épidémie comme celle-ci, on parle de transmission, des mécanismes, des modes de transmission directe. Mais chaque fois, j'ai reçu des appels de gens qui disent « mais la transmission par voie sexuelle, elle revient plusieurs fois oui. ». Moi, j'aimerais dire que ça, on devrait en parler quand on a des cas qui sont guéris. Parce que dans tous les fluides, tous les liquides corporels, on trouve le virus. Et quand on a été soigné, on est guéri du virus, le virus meurt. Il s'est fait simplement que le virus peut demeurer dans le sperme pendant longtemps, plusieurs mois. Pour certaines personnes, 1 année. Et c'est pourquoi on dit, quand on a été diagnostiqué positif à Ebola, on est marié ou pas, et qu'on veut avoir des rapports intimes pendant 1 année environ, c'est conseillé d'utiliser des préservatifs. Si on voulait faire un enfant, on s'abstient d'abord pendant un temps, et on fera un enfant un peu après. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une pathologie sexuellement transmissible, mais le virus peut demeurer longtemps dans le sperme et réveiller un foyer. Donc, une personne guérie d'Ebola peut transmettre Ebola par voie sexuelle si il n'a pas observé ces mécanismes-là de protection. Docteur, on reste toujours avec vous aussi. Il y a aussi la question qui nous revient. Quelle est la responsabilité aussi qui incombe aux autorités provinciales, tout comme aussi locales, ou bien aux citoyens pour la prévention de cette maladie? Parce que quand vous avez parlé de 16e épidémie, on sous-entend qu'il y avait déjà un peu de remèdes qui ont été trouvés par rapport à cette maladie. Par exemple, on nous avait parlé des vaccins. Ouais. Mais aujourd'hui, on a recouru toujours au même problème, d'où il y a eu plusieurs morts. Aujourd'hui, on parle de plus de 100 quelques décès. Comment peut-on toujours continuer à parler de morts, surtout sur la même épidémie qui a été déjà vaincue, et ça puisse encore se répéter? Oui, monsieur le présentateur. Oui, monsieur le présentateur, moi je pense que nous devrions pousser l'exécutif, que ce soit national ou provincial, à agir. Nous avons le ministère national de la Santé. Le vaccin à virus Ebola, qu'il soit cher ou moins cher, il existe. Et le pays a des ressources. Je suis vacciné moi-même, mais dans ma famille, je suis le seul à être vacciné contre Ebola. C'était monnayé ou bien c'était gratuit? Non, c'était gratuit, c'était une phase expérimentale. Et comme médecin, j'ai été vacciné pour que je ne puisse pas être en train de soigner d'autres personnes et être moi-même victime. Mais même dans ma structure médicale, je suis le seul à avoir eu la chance d'être vacciné. Donc, mais les autres, ils avaient refusé pour qu'on puisse se vanter sur eux. Non, ils n'ont pas refusé, mais la quantité de vaccins était vraiment insuffisante, de sorte qu'on piquait des gens un peu au hasard. Le hasard est tombé sur moi. Et donc, le gouvernement devrait disponibiliser du vaccin. Le vaccin est disponible. Le gouvernement devrait équiper les structures médicales.
le gouvernement devrait former de manière continue les prestataires de soins, donc les médecins, les infirmiers et autres. Et le gouvernement devrait donner des moyens à la population pour qu'on puisse pallier à la recherche des protéines animales dans la forêt, alors qu'on peut transformer ces forêts en fermes et élever du bovin, des ovins, pourquoi pas des porcins, pour donner de la viande, de ces protéines en masse à la population, sans risque et sans le danger d'avoir Ebola. Merci beaucoup, docteur. Je pars aussi chez M. Albert, que je salue. Il est le président d'ENASBEL. Je ne sais pas s'il est porte-parole, le président, c'est lui-même qui doit essayer de nous dire, qui soutient le régime en place, qui sont aussi des pro-tshisekidistes, comme lui-même aime le dire. On commence d'abord avec la première question concernant la maladie d'Ebola. Quels sont les acquis et les insuffisances du système de surveillance et d'alerte précoce depuis les épidémies précédentes? C'est ça la question. Si vous avez aussi l'idée par rapport à cette maladie et des conseils à donner à nos compatriotes congolais, surtout à nos frères et sœurs, j'allais dire, qui sont à l'Est, qui sont aujourd'hui victimes de la guerre, en même temps des épidémies aussi qui se multiplient là-bas. Monsieur Albert, à vous la parole. Oui, à nos frères de l'Ituri, par exemple, là où j'étais dernièrement à Bunia, je suis en train de suivre. Je sais, j'étais à Bunia, à Aru, à Riwara. Je connais combien maintenant là ils ont été mis en quarantaine pour cette question d'Ebola. Moi, contrairement au tableau que le docteur venait de nous essayer de nous présenter, moi, je vais m'attaquer plus à nos médecins et à nos docteurs, qui, pour moi, ils sont devenus plus politiques que médecins. Et je serais peut-être, ou bien je tenterai de choquer le docteur dans ce qu'il venait d'évoquer, la question, parce que moi, je viens d'un peuple forestier, ou nos arrière-grands-parents, parce qu'ici, je pense qu'il y a choc des grandes sociétés, la société traditionnelle et la société moderne, où à l'époque, nous connaissons tous que nos arrière-grands-parents, comme moi qui suis légat dans la forêt, contrairement à ceux qui nous ont même comparés à ces criminels de Kagame dernièrement, nous les Balégas, le peuple forestier, nous ne sommes pas des éleveurs, nous sommes des peuples forestiers, nous vivions de la chasse, de pêche, de la cueillette et tout ce qui allait avec. Fort malheureusement, l'on nous avait jamais parlé d'une histoire comme quoi dans notre Boulega natal, chez nous, dans nos forêts, qu'il y ait eu une question ou une maladie ou une épidémie Ebola à un moment donné. C'est pourquoi, deux fois, l'on partage à tort peut-être ou à travers avec ceux qui pensent que non, cette histoire, c'est peut-être c'est le fruit de certains scientifiques qui viennent l'expérimenter sur les Congolais que nous sommes en nous traitant de cobayes pour faire ce que le docteur voulait effroler un peu. Il a parlé que nos hôpitaux sont devenus ou bien se sont lancés plus dans la démarche visant le lucre, visant l'argent. Et pour ce faire, il faut essayer de faire essayer un peu de faire ces examens sur nous, les humains. Et c'est ce qui fait mal. Et c'est ce qui choque notre société. Parce que moi, je suis forestier. Je viens de cette société traditionnelle où les singes qu'on me parle ici, pour nous, c'était une nourriture. On me dit aujourd'hui, on m'apprend aujourd'hui qu'il faut tuer la forêt. Il faut chasser tout ce qu'il faut chasser. Il faut avoir maintenant le bon vin. Il faut avoir maintenant ce qu'il faut avoir. Pendant que moi, je ne suis pas ici d'un peuple éleveur. Ce maman-là, qui sont à Djougou dans l'Ituri, ces papas-là, qui vivent peut-être aussi, ou bien qui ont vécu de cette chasse, qui ont vécu de cette pêche ou quoi que ce soit, aujourd'hui, en suivant le docteur, en suivant les expertises que nous sommes en train de suivre, on est en train de dérouter notre histoire, on est en train de tenter à effacer notre histoire. Parce que moi, à Mwenga, moi, à Chabunda, moi, dans Walikale, moi, dans Pangui, je vécu de ce que j'ai appelé la chasse. C'est-à-dire, cher Moïse, aujourd'hui, nos docteurs, s'il y avait des pratiques traditionnelles, parce qu'on a vu aussi le cas ici avec Covid-19, oui. Il y a l'un de nôtres, d'ailleurs, c'est notre frère, l'un de nôtres qui a initié de démarches traditionnelles, normales, avec nos produits locaux pour mettre fin à cette histoire qu'on a appelée Covid-19.
Mais ceux-là qui ont mis de paquet, ceux-là qui mettent de moyens pour chercher des intérêts là-dessus, ils ont fait quoi? Ils ont arrêté le Messier, ils ont dérouté la démarche du Messier et aujourd'hui... Il était devenu membre d'un parti politique, on avait vu même... Ça, c'est notre point de vue, c'est son orientation, il est libre, nous sommes dans une démocratie, chacun peut être membre... On a comme impression qu'il avait oublié ce qu'il avait comme mission. Très bien, c'est pourquoi je reviens à ce point-là en disant que non, je suis en train de penser dans cette logique ici, peut-être nos médecins, pour des raisons de moyens, ils ont oublié ce qu'ils ont appelé le serment d'Hippocrate. Mais quel conseil que vous pouvez donner à nos frères et sœurs qui sont en train de nous regarder actuellement? Bon, aujourd'hui, pour revenir ou bien tenter de corroborer à ce que le docteur venait de dire, ce qui est vrai, la maladie est là, parce que nous avons des cas de gens qui sont malades, de gens qui perdent leur vie, nous connaissons. Je pense hier ou avant-hier, c'est lorsque on nous a parlé d'un premier cas, d'un monsieur qui s'est en sorti, hein, d'un malade qui s'est en sorti. Mais au moins, on en connaît aujourd'hui plusieurs cas de nos frères qui sont atteints de la maladie qu'on appelle Ebola. Mais la question que nous voulions, ou comment dire, l'opinion, ou le message que nous voulions lancer à la communauté tant nationale qu'internationale, est que nous restons vigilants sur la question de la propagation de cette maladie, sur la question de la résurgence peut-être, hein? La question de la renaissance encore de cette maladie. On nous parle ici, nous sommes aujourd'hui à notre 16e expérience, selon ce que j'apprends. Et 16e expérience, le médecin, donc c'est-à-dire le technicien, il se pose la question, pourquoi on n'a pas toujours de remède? On a parlé des vaccins. 16e expérience, mais on nous pose la question. Mais fort malheureusement, dans une logique politique ou politicienne, on veut nous dire que non, c'est l'État. Non, non. Moi, je me dis, c'est la technicité. Pourquoi on n'a pas de solution? Pourquoi on n'a pas encore de solution? Est-ce qu'avez-vous déjà mis les moyens aussi aux experts pour qu'ils puissent faire des recherches sur ça et trouver les remèdes? J'ai dit et je me répète, nous sommes à notre 16e expérience. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà des moyens. Et puis on nous a dit ici il y a S'il y en avait, on allait déjà voir les remèdes. On nous avait dit ici il y a peu, on a même des vaccins. C'est-à-dire, pas seulement de remèdes, mais on a même des vaccins pour prévenir cette maladie. Le remède, c'est pour peut-être guérir la maladie. Mais le vaccin, c'est pour prévenir la maladie. Oui. Donc, nous pouvons dire... Albert, on peut passer à notre première thématique. Veuillez chuter pour qu'on puisse partir. Je suis en train de chuter, sans pour autant me fracasser, bien sûr, mais en disant que ça vaut la peine que nous nous rabattions aussi sur les gens, hein, c'est-à-dire sur les médecins, sur les techniciens, sur les gens qui sont censés nous donner ce que vous appelez des remèdes, mais moi j'appelle ça solution, c'est-à-dire c'est un problème qu'il faut, coûte que coûte, que nous ayons solution. Merci. Nous avons ce peuple-là de l'Est, tant meurtri, qui a souffert pendant beaucoup de temps. Aujourd'hui, donnez-nous la paix. Merci beaucoup, M. Albert. Nous passons directement à notre deuxième thématique. On reste toujours avec vous. Parlons de la révision constitutionnelle. C'est sauver la République ou verrouiller le pouvoir en place, M. Albert? Ben, la constitution de la République. Vous avez 3 minutes. Très bien. Merci beaucoup. La constitution de la République. Est-ce sauver la République ou sauver le pouvoir en place ou bien c'est pour sauver la République? Je vous reviens en vous disant que c'est sauver la République. Pourquoi? Nous avons une constitution inadaptée à notre peuple. Pendant que la constitution, comme nous le connaissions tous, doit émaner des aspirations du peuple. C'est-à-dire, comme je pense que dans une des émissions, j'étais en train de dire, la constitution doit être calquée au bon vouloir du peuple que nous sommes. Mais notre constitution, il y a des évidences selon lesquelles je vous dirais que, de par son adoption, de par son élaboration, nous connaissons tous, et c'est connu par tous bien sûr, même ceux qui nous suivent, que c'est adopté dans un contexte de guerre où il y avait 2 belligérants qui n'ont même pas pensé à comment raisonner, mettre en place une constitution. Parmi ces belligérants, il y a même des gens avec des nationalités douteuses qui ont accompagné cette constitution pour arriver à ce que nous avons aujourd'hui et voté là au moment où nous avons appelé 2005 ou à l'est de la République. Je sais que ce n'est pas honorable Omer Boulakali qui va me contredire. Je sais qu'en 2005, on était en train de nous prêcher pas un texte,
pas une constitution pour nous dire c'est quoi une constitution, c'est quoi le rôle de cette constitution et qu'est-ce qu'on peut trouver dans son contenu, mais on nous disait en Swahili, ukisema ndio vite naisha. Ukisema hapana vite naendelea. C'est-à-dire, quand tu dis oui, hein, la guerre prend fin. Quand tu dis non, la guerre continue. Et pour ce faire, la constitution, notre peuple a été dupé à 7 ans. Je me souviens, paix à son âme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comment dirais-je, le Sphinx Etienne Tshisekedi, hein, vous comprendrez que je suis fasciste. Oui. Le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient souvent en premier dans ma bouche. Mais je dis paix à son âme, le Sphinx le vieux, oui. Le Sphinx limité, qui, de ce temps-là, il a dit encore, là j'étais le pavé dans la mare, comme c'est le cas aujourd'hui de son fils que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Et ce temps-là aussi, plusieurs personnes et personnalités n'ont pas pu comprendre. Le vieux nous a dit, c'est pas une bonne ou c'est pas un bon texte. Je vous prie, Congolais que vous êtes, évitez, c'est ce que vous voulez faire, c'est mettre le fait sur le peuple congolais. Monsieur Albert, en disant oui à cette constitution. Actuellement, sur le plan juridique, quels sont les dysfonctionnements concrets de l'actuelle constitution de 2006 qui justifient aussi une révision en 2026? Très bien. Nous sommes 20 ans aujourd'hui depuis l'adoption de cette constitution. Je vous parle vous avez parlé de malaise, oui. De malaise que cette constitution nous apporte. Je vous dirais que la constitution en soi, qui n'a pour ambition que de mettre les institutions en place. Les institutions en place. Je sais que les opposants sont en train de me suivre. Les gens qui ont soutenu le changement de la constitution en 2023. Qui n'est pas constitutionnel. Le changement de la constitution ne peut pas être constitutionnel. D'autant plus que ça peut émaner du peuple. Et le peuple est au-dessus de la constitution. C'est-à-dire que la constitution n'est pas au-dessus du peuple. C'est le peuple qui est au-dessus de la constitution. Quand tu lis l'article 5 de la constitution... Mais quand vous parlez de peuple, ceux qui sont à Bunagana sont aussi des peuples? Tout à fait. Ils sont peuples. Mais et ils sont y participer aussi? Ça c'est un autre débat. La participation de ceux-là qui sont sous... Parce que je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, on parle du football à l'Est. Il y a des équipes de football qui viennent de chez nous, par exemple à Mwenga, qui jouent maintenant à Bukavu. Donc peut-on dire qu'on peut déplacer aussi la population de Bunagana pour venir à Uvira pour voter? Peut-être c'est votre approche. Mais je vous dirais que, écoutez, aujourd'hui, nous venions de voter une loi, la loi référendaire. Ça va? Je vous ai dit que c'est un processus qui est lancé. D'autant plus que le processus aussi de prendre Bunagana et remettre Bunagana dans les mains des Congolais est aussi en cours. Mais peut-on privilégier d'abord la récupération de Bunagana que celui d'échanger ou modification? On ne privilège rien et on n'oublie rien. En même temps, on vous parle du changement de la constitution. En même temps, on va vous dire qu'Arubaya, il y a eu la guerre. C'est-à-dire que non, il y a quand même, nos militaires sont en train de défendre notre couleur nationale. Diplomatiquement parlant, vous avez parlé de l'accord. C'est-à-dire que le chef de l'État n'a rien oublié. Parce que le chef, écoutez, la gestion, comme le dit Marcel Mauss, quand vous voulez parler d'un fait social, hein, il faut tenir compte de tous les phénomènes en totalité et en généralité. C'est-à-dire quoi? Nous ne devons pas nous dire, comme en économie, nous avançons comme ça. Les sports, les gens ne partent pas encore au niveau de ce que vous appelez mondial. Il y a ceux-là qui sont sportifs, qui ont besoin aussi d'aller de l'avant et de jouer au football, et qui peuvent vous dire que non, la gestion de l'État... L'exemple que vous donnez, ça ne tient pas avec ce qui se passe actuellement, parce qu'avec l'actuelle constitution, vu que ça prévoit son mode de modification et non de son changement, mais il y a aussi des règles à suivre pour qui. Et si aujourd'hui on regarde très bien les dangers qu'on est en train de il faut pas. Je vous invite d'affirmer. S'il vous plaît. À vous des questions, à nous les réponses. S'il vous plaît. Je sais très bien. Vous aurez vos minutes. Merci. C'est une question que je vous pose. Tout à fait. Peut-on dire aujourd'hui que le changement ou modification de la Constitution est primordial que la paix puisse revenir à l'Est? Ou bien le dé, on peut combiner tous les dés à la fois, sans autant oublier que c'est une armée étrangère qui sont sur notre sol. Très bien. Je vais vous dire une chose, Moïse. Cher Moïse, allez-y comprendre que les gens ne comprennent pas d'abord c'est quoi la Constitution et pourquoi la Constitution pour notre République. Il faudra comprendre c'est quoi la Constitution, pourquoi la Constitution et pourquoi ces guerres continuent et ne cessent jamais. Puisqu'aujourd'hui, dans cette Constitution,
signée ou contre-signée par le belligérant, les gens qui étaient aussi en guerre pendant ces temps-là, ils se sont mis sur une table, se partageaient notre pays comme un gâteau, et ils ont signé ce que nous appelons aujourd'hui Constitution. Et ils se sont protégés pour dire que non, non, parce que si dans cette Constitution, on condamnait déjà ceux-là qui ont touché des armes, qui ont tué les Congolais, au préalable, personne n'en toucherait aujourd'hui. 20 ans après, écoutez, je vous avais dit j'aurais mes minutes. Quand vous parlez des, quand vous parlez des bergerons, vous faites allusion à qui? Souffrez un peu que j'ai mes minutes. Vous faites allusion à qui? En fait, notre histoire, nous la connaissons tous. Nous connaissons que ce pays était divisé. Nous connaissons qu'il y avait des rébellions ça et là. Et ces gens se sont réunis sur une table par l'accompagnement, par le truchement des étrangers, réunis dans ce qu'on appelait SIAT à l'époque. C'est connu. C'est un comité international qui accompagnait ce qu'on appelle la transition. Je suis en train de chuter, mais ne faites pas en sorte que je me fracasse. Je dis, SIAT, ces internationaux-là, pardon, ils se sont réunis pour soutenir ces belligérants pour connaître ces textes aujourd'hui. Ils ont élaboré un texte qu'ils ont imposé à ces belligérants, qui devaient se mettre en place, et chacun d'eux devait trouver son gain de cause dans ces textes-là. C'est ce que nous appelons aujourd'hui Constitution. Mais maintenant, le peuple congolais que nous sommes, parce que chez nous, je le dis et je me répète, on nous a dit, si vous dites oui, vite Naïcha. Si vous dites non, vite Nendelea. Fort malheureusement, on a dit oui, mais vite Nendelea. C'est-à-dire quoi? Albert, la guerre continue. Je suis par là. Vous avez parlé de questions de changement de la Constitution, comme quoi ça ne serait pas dans notre Constitution. Mais il faut lire l'article 5. L'article 5 donne le pouvoir du peuple, parce que nous sommes dans une démocratie. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Même la Constitution émane du peuple. La Constitution n'est pas au-dessus du peuple que nous sommes. C'est-à-dire que le peuple peut se décider un bon jour et dire que nous changeons cette Constitution. C'est légal. Mais ceux qui sont à Bunakanda, ma question revient toujours sur ça. Quand vous parlez du peuple, je ne sais pas si vous faites allusion dans des provinces comme Kinshasa, Bas-Congo. Fort malheureusement, vous continuez à parler et j'aurai encore des mots à rebondir sur ce que vous dites. Je vais vous revenir. Et d'ailleurs, merci beaucoup. Vous avez aussi une question que vous allez répondre quand vous aurez encore la parole. Vous allez nous citer 5 articles problèmes dans cette constitution et vous allez aussi nous donner 5 propositions de ce que vous allez remplacer. Je crois que je vais vous revenir. Je pars d'abord chez Honorable. Avec la même question, aujourd'hui on parle du changement, modification de la Constitution. Peut-on dire c'est juste pour verrouiller les pouvoirs en place ou bien c'est pour sauver la République? Merci beaucoup. Je vais d'abord toiletter un peu ce que mon frère Albert a dit, parce qu'il a dit que nous, les peuples légaux... Vous avez 4 minutes. Oui, nous, les peuples légaux, nous avons vécu du gibier, nous sommes des chasseurs, nous ne connaissons pas l'élevage. Je vais lui dire de revenir un peu sur les pas, parce que les deux étaient combinés. Dans la tradition légale, quand on parle de la dot, on ne part pas avec du gibier pour émettre la dot, mais on part avec des chèvres, et ces chèvres sont des produits de l'élevage. Donc, en un mot, pour la maladie à Ebola, nous pouvons élever nos chèvres et oublier un peu le gibier, et en ce moment-là, nous pouvons être sûrs d'éradiquer le virus à Ebola. Et puis, je vais aussi, en toilettant, il a dit que notre constitution ici avait été votée par des gens, des belligérants, et parmi eux, certains dont... Élaborée par les belligérants et votée par oui ou non par les Congolais. Oui, là, il a dit quelque chose par des gens qui avaient des nationalités douteuses. Et moi, c'est pas moi qui pose la question, dès que vous avez, et j'aimerais qu'ils nous disent... Quels sont ces gens qui nous citent 2 ou 3, 4 de ces gens? Je crois qu'il est en train de noter ça. Oui, qui avaient une nationalité douteuse, s'il est capable. S'il n'est pas capable de les citer, qu'il corrige immédiatement devant le peuple qui n'avait pas de gens de nationalité douteuse. Donc ici, il n'y a pas à rester au milieu. Et le peuple veut les élections. On dit on ne peut pas organiser les élections. Le peuple dit pourquoi? On dit parce qu'il y a la guerre. Je signale que vous êtes membre de l'INC, au cadre de l'INC, en même temps oui, vous êtes libre penseur et potentiel candidat président de la République en 2028. Parce que s'il y aura des élections. Il faut qu'il y ait des élections, c'est pourquoi nous sommes en politique. J'étais en train de dire, le peuple veut les élections. On dit qu'on ne peut pas avoir les élections parce qu'il y a la guerre. En ce moment-là, le peuple n'est plus souverain. Il n'est pas souverain en ce moment-là. Mais quand on dit au peuple, nous devons changer cette fameuse constitution, on dit le peuple est souverain. Mais c'est lui qui dit qu'il faut changer la constitution. Ce n'est pas le peuple. On dit au peuple qu'on va changer la constitution. Le peuple dit non, mais donnez-nous les élections. On dit il y a la guerre.
Donc, qu'on ne mente pas au nom du peuple. Qu'on ne politicaille pas au nom du peuple. Le changement de la Constitution à lui seul est un coup d'État. Parce que il n'y a pas un seul problème aujourd'hui qui peut faire à ce que le peuple refuse sa Constitution. Si les peuples de l'Est chez moi, les gens du Kivu, qui sont sous occupation aujourd'hui, sont en train de crier en disant il y a la rébellion, il y a l'article 64, on ne doit pas accepter que des gens prennent le pouvoir par la force, c'est parce qu'il y a cette Constitution. Ils veulent son application. Et pendant que le peuple demande l'application de la Constitution, il y a quelqu'un qui avait juré en disant qu'il était le garant de la nation et qu'il jurait de respecter et de faire respecter la Constitution de la République. Le peuple lui demande de faire respecter ces textes. Et ce texte veut que personne ne prenne le pouvoir par la force. Il y a quelqu'un au nord Kivu, quelqu'un au sud Kivu, qui prend le pouvoir par la force. La faiblesse, elle est où? Pas au niveau du peuple. La faiblesse est au niveau de quelqu'un qui a reçu tous les pouvoirs à partir du peuple pour qu'il puisse faire respecter la Constitution qui n'est pas respectée à l'Est en ce moment précis. Si nous devons demander des comptes, on ne doit pas demander des comptes à la Constitution. On doit demander des comptes à celui qui n'a pas mis... Mais honorable, il y a aussi d'autres articles dans notre Constitution qui empêchent même le président d'avoir son pouvoir total. J'aimerais dire la Première ministre qui est lui-même a nommé. J'aimerais connaître ces articles qui empêchent le chef de l'État d'avoir le pouvoir de chasser les rebelles du M23 et que la population soit prise en otage aujourd'hui, qu'on compte plus de 20 000 morts aujourd'hui. J'aimerais lire ces articles. Il y a chaque fois ici, on nous balance l'article 217 en disant non, la RDC peut céder une partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. J'attendais que je puisse avoir au moins un Tshisekediste en face de moi. Il est déjà en face que de nous vous. puissions parler de cette question. Et je pense, Monsieur Albert, vous êtes vraiment un véritable Tshisekediste. L'enfant, le fils du Sphinx. Très bien. Et vous pouvez nous dire que le Sphinx est un étranger, parce que cet article 217, on l'associe aux étrangers en disant les étrangers veulent qu'on puisse donner notre pays, on puisse balkaniser notre pays, qu'on puisse donner une partie. Certains parlent d'une partie de notre terre pour être cédée. Je veux On revenir. a même suivi des pasteurs qui disaient aussi ça. Oui, bon, ces pasteurs, ils ont la Bible pour prêcher, ils ne la connaissent même pas, ils veulent venir dans la politique, ils vont se perdre. C'est une forêt. Mais il y a aussi des où il faut professeurs avoir aussi, il y a aussi des professeurs parmi les pasteurs, il y a même ceux qui font Oui, aussi mais de la attendez, politique. si moi je suis professeur de mathématiques, vous voulez que je comprenne la chose politique? Si je sais compter les dollars, vous voulez que je comprenne la chose politique? Je n'ai pas de problème avec ces professeurs, qu'ils s'assoient, qu'ils se taisent, qu'ils nous laissent faire ce que nous devons faire. Mais si nous parlons de l'article 217 de la Constitution, moi je vais revenir à la Constitution signée par le Sphinx quand il était ministre de l'Intérieur, en 1967. À son article 66, vous pouvez aller sur Google. Dans l'article 66 reprend exactement la même chose que l'article 217. Et d'ailleurs, en on 1967. a retrouvé aussi ça dans plusieurs constitutions aussi d'autres pays africains. Oui, mais moi je parle du Congo. Dans notre pays, je suis en face d'un fils du Sphinx. Le Sphinx signe la Constitution où il dit la même chose. Donc, vous voulez nous dire que nous héritons la vente de notre pays du Sphinx depuis 1967? Donc, vous voulez nous dire que les gens qui soutiennent, donc vous voulez nous dire que les Sphinx en 67 avaient décidé qu'une partie de notre pays devait aller chez des étrangers? Honorable pour Moi, vous, je pense. honorable pour vous, on peut dire qu'une révision partielle ciblée est-elle plus opportune qu'une réécriture globale? Moi, je pense que si l'on veut parler de la révision constitutionnelle, elle est vraiment prévue dans la Constitution. À l'article 218 et 219, il ne faut pas qu'on oublie. L'article 218 parle de ce qui peut initier. Voilà. Et l'article 219 parle de conditions qui entourent la révision. C'est constitutionnel. Nous n'allons pas demander à la Constitution, nous n'allons pas demander au peuple de refuser de pratiquer la Constitution, de l'appliquer. Sinon, nous serons en train de nous contredire nous-mêmes. Donc, la révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle, elle est légale. Il n'y a personne qui peut dire non, on ne peut pas réviser. Mais quel risque pour toutes les deux options? Quand on doit réviser la Constitution, on doit lire la même Constitution pour voir qu'est-ce que la Constitution prévoit. Elle prévoit qu'on ne peut pas réviser en temps de guerre.
À moins que mon ami de l'UDPS nous dise que la guerre est déjà finie, comme il y a quelqu'un du mouvement M23 qui a déclaré avant-hier que le gouvernement n'arrivera plus jamais à Bukavu et à Goma. Et les négociations, c'est juste pour des questions politiciennes, mais c'est comme si le deal est déjà terminé. À moins qu'il nous confirme cela qu'il n'y a pas guerre. Mais s'il y a guerre, la révision attend. Dès qu'il n'y a plus de guerre, si on récupère Goma et Bukavu aujourd'hui, et qu'on parle de la révision de la Constitution, je serai le premier à battre campagne pour cette révision. Honorable, mais quel risque pour les deux options, changement ou modification de la Constitution? D'abord, le changement de la Constitution aujourd'hui, ça consacre la balkanisation de notre pays, comme je l'ai toujours dit. Comment ça, honorable? Parce que, en changeant la Constitution, comme je l'ai toujours dit, ceux qui sont sous autorité de l'État congolais et qui vont passer par référendum vont dire « nous votons pour une nouvelle Constitution ». Ceux qui ne sont pas sous le régime actuel et ceux qui sont sous l'occupation des rebelles, ils vont se dire, nous, on ne reconnaît pas cette constitution. Ils restent avec la leur parce qu'ils n'auront pas voté la nouvelle constitution. Mais actuellement, et de fait, je signale aussi qu'en 2023, il n'y avait pas eu les élections dans d'autres zones comme Bunakana, mais il y a des représentants, les anciens députés qui siégeaient, qui continuent à siéger jusqu'à ce jour. Il peut aussi être représenté par ces élus. Mais attendez un peu, ce que nous sommes en train de dire ici, nous sommes en train de parler de souveraineté de province. La province du Nord Kivu et du Sud Kivu compte pour les deux provinces 23 millions de citoyens congolais sur les 115 à 118 millions que compte la République démocratique du Congo. C'est presque le 1/4 de la population pour les deux provinces seulement. Ce sont les provinces les plus peuplées. Pendant que la ville de Kinshasa, on pense qu'on peut avoir entre 18 et 21 millions. Pour le sud et le nord Kivu, nous sommes à 23 millions. Moi, j'aimerais que nous puissions comprendre qu'on ne peut pas amputer du peuple 1/4 et dire qu'ils seront représentés par. La légitimité elle-même tombe. Deuxièmement, c'est une occupation des gens qui se veulent, qui aimeraient placer leur drapeau. Qui profitent de la vie politique, économique, sociale, qui ont une armée, qui ont toute une administration, et qu'on dise, ils seront représentés, ils vont être représentés comment? À mon humble avis, à moins que ce soit ça le deal, parce que j'aime demander aux amis de l'UDPS, je suis devant un cadre de l'UDPS, un communicateur de l'UDPS, j'ai souvent demandé, qu'est-ce qui avait été signé à Kingakati en 2018? Comme peut-être nous pouvons comprendre les objectifs de cette guerre. Parce que pourquoi le peuple est souverain? Mais la guerre nous a été imposée par la main rwandaise. Ce sont les Rwandais qui sont dans l'autre. Là, c'est un autre débat. Je demande à mon frère communicateur de l'UDPS de nous dire qu'est-ce qu'il y a dans les accords de Kingakati de 2018 pour que nous puissions comprendre. N'oubliez pas aussi que votre leader Vital Kamerhe fait partie des gens qui... S'il vient, le jour où il va venir ici pour qu'on débatte avec lui, je vais lui poser la question. Ici, nous sommes au niveau du plateau. S'il vient ici, je vais lui poser la même question en face. Mais dans les couloirs, je crois bien que vous avez déjà la réponse. Je n'ai pas eu l'occasion de lui poser cette question dans les couloirs. Et les jours où je vais les rencontrer prochainement, je vais aussi lui poser la question. Mais nous voulons savoir qu'est-ce qui s'était passé. Honorable, vous avez 30 secondes pour chuter. Oui, ici, nous sommes en train de parler du changement de la Constitution. Je disais qu'en 2018, il y a eu des accords, mais la guerre, comme vous dites, elle ne nous a pas été imposée. Ça, j'insiste. La guerre actuelle à l'Est ne nous a pas été imposée. La guerre actuelle à l'Est a été provoquée par nous-mêmes. Par nous-mêmes comment? En 2023, pendant que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le chef de l'Union sacrée à laquelle moi j'appartiens, quand il battait campagne à Goma, il s'est levé solennellement devant le monde entier, devant les caméras de la planète tout entière, pour dire à partir de Goma, Tokoki ko touché Kigali Wana. Il a déjà demandé pardon par rapport à ça. Mais attendez, nous sommes en train de parler d'un président de la République qui déclare une guerre et qui vient demander pardon avant de mettre fin à cette guerre. Moi, j'aimerais, parce que cette déclaration-là était une déclaration ouverte et solennelle de guerre. Quand vous dites, à partir d'ici, nous allons atteindre la capitale de notre pays, ça veut dire changer de régime. Et puis on dit, c'est monsieur le chef de l'État ne dormira plus dans sa maison, il va commencer à passer la nuit en brousse. C'est une attaque directe. Merci beaucoup. Et comment quelqu'un peut nous dire qu'on nous a imposé une guerre? Monsieur de l'UDPS, je pense qu'il faut dire la vérité au peuple si nous voulons avoir la solution. Oui. On ne nous a pas imposé la guerre nous l'avons cherchée.
par le chef de l'État et nous demandons la fin de la guerre au chef de l'État. Oui, d'accord, merci beaucoup, honorable. Je vous reviens, je passe directement chez M. Albert. Vous avez 2 minutes pour essayer de... 1 minute pour toiletter et 1 autre minute aussi pour essayer un peu de répondre à la deuxième question que je vais vous poser. Ne vous en faites pas, cher Moïse. Vous allez comprendre que nous parlons de la République ici. Ici, nous voulons que ceux-là qui nous suivent comprennent. Je pense que votre émission aussi a une approche pédagogique. Comme vous venez de dire. Que les gens comprennent au moins il s'agit de quoi. Je commence par où, cher beau-frère et frère professeur, au docteur, là où il venait de citer, il parle de question de la guerre. Si nous devons situer les événements de cette guerre d'agression, pendant qu'il y a campagne où le chef de l'État parlait à partir de Goma, nous pouvons toucher Kigali là, ces inciviques, ces agresseurs étaient déjà sur notre sol. Ils sont entrés à Bunagana depuis très longtemps. C'est-à-dire que le chef de l'État, soucieux d'imposer une paix durable en Afrique centrale, il a tendu la main à ces criminels de Kagame. Mais n'oubliez pas que les gens là de M23 je parle de l'histoire. Ici je sais. Oui. Soyez calme et pendant apaisé. 14 mois, je les signale. Je dis ceci. N'essayons pas à démystifier ou à oublier ce qu'a été l'histoire. C'est-à-dire ceci. Je vais aussi évoquer le point que vous venez de dire. Rassurez-vous seulement que vous allez rajouter mes minutes parce que... Vous avez une minute pour faire merci le beaucoup. Vous allez répondre. Je disais, le chef de l'État, pendant qu'il parlait de toucher Kigali là, c'est les inciviques, le Rwandais était déjà sur notre sol. Il en avait déjà déclaré. Il avait parlé plusieurs fois, combien de fois qu'ils sont entrés à Bunagana, combien de fois nous sommes allés, je pense, c'est pas l'honorable Boulakali qui va refuser ce que je dis. Nous étions à Bukavu, à Goma en 2020, en 2021, en 2022, avant même les élections de 2023. Nous savions tous que les gens du 1-23, ils ont repris, ils viennent, ils sont à Bunagana, ils commencent à avancer, ils font ceci, ils font cela. C'est par cette, par ce qu'on appelle la colère, quelqu'un entre dans votre maison, par une de vos chambres. Et vous dites quoi? Vous allez l'applaudir? Non. Je sais que l'ennemi, l'agresseur, cherche à couvrir ses infractions ou bien ses forfaitures dans ce qu'il appelle que non, ce monsieur-là était en train de me menacer. Mais d'aucuns ignorent, je pense, même la communauté nationale qu'internationale, tout le monde connaît au moins que ces gens sont restés là-bas, mais en ayant de ressources pendant beaucoup de temps, pendant plus de 30 ans, pendant plus de 35 ans, dans notre pays, en train de tuer nos mères, de violer nos mères, de faire toutes les exactions possibles qu'ils ont fait à l'Est. Et c'est cette colère-là que le chef de l'État, nationaliste et patriote qu'il est, il dit, à partir de Goma, je peux toucher là-bas. Avec les informations qu'il avait, que je peux toucher là à partir de Goma. Mais aujourd'hui... Mais non, j'avance sur la question que vous avez avancée en disant que non, on a logé les 1-23 ici. C'est logique. Dans une république que vous gérez, c'est logique. On vous dit aujourd'hui vous êtes locataire de la Maison Blanche, je ne sais pas, de cette maison. Et on vous dit dans cette maison, les gens qui vont faire trouble ici viennent toujours de cette parcelle de voisins. Vous dites non, on peut quand même oser les inviter, mon cher. Hein? Pourquoi vous avez l'habitude de faire trouble avec ces messieurs? Est-ce que c'était lui le problème? Et c'est où c'est réellement vous le problème? Peut-on dire qu'il avait signé notre accord avec eux? C'est ce qui les a énervés. Ils n'ont jamais brandi l'accord. Il ne faut jamais dire quelque chose parce qu'ils n'ont jamais brandi l'accord. Il y a une question. S'ils avaient, je veux dire, j'en viens. S'ils avaient un accord quelconque signé entre le 23 et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il aurait brandi parce que ça serait comme une victoire chez eux. Mais ils ne l'ont jamais brandi. C'est-à-dire le chef de l'État, en tant que père de la nation, qui veut travailler avec les deux oreilles, il a écouté le régime Kabila qui lui ont dit non, voilà ici, ce monsieur, nous avons un accord avec eux, l'accord du 23 mars 2009, et voilà, et ceci et cela. Ah bon, je vais d'abord aussi les écouter. Qu'est-ce qui a fait en sorte que non, qu'ils arrivent à cet accord? Pour le bien de notre République. Pour le bien de notre République. On nous parle de Kingakati et notre accord, qui n'a jamais été présenté devant tout le monde qui aurait un accord. Le Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous ne pouvons pas savoir. Nous pouvons nous dire une seule chose. Et c'est vrai, le pays n'appartient pas à un individu ou à un groupe d'individus. C'est dans la bouche de Nanga, en 2018, qu'on nous apprend que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de gagner les élections. Et il est élu président de la République.
Lorsqu'il est frustré parce qu'on dit il a pris des carrés miniers d'une manière illégale, on vient de mettre la main sur le carré minier qu'il était en train d'exploiter illégalement, il s'efface, il devient rebelle, il se coalise avec les autres rebelles pour commencer à nous brandir de mensonges. Ça, c'est faux et archi faux. Il faut dire la vérité à ce peuple qui nous suit. La vérité que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a jamais cherché le pouvoir par la voie des armes, il arrive au pouvoir par ce gens qui les combattent aujourd'hui dans une élection démocratiquement libre. Il est élu président de la République accompagné du leader de mon co-débatteur du jour, le docteur Omer Boulakali, honorable élu à Bukavu, qui a été élu accompagné à plusieurs reprises. On n'humilie personne, mais c'est la loi, et la loi peut être dure, mais c'est la loi. Merci beaucoup. Ce n'est pas au chef de l'État. Merci. Dans le régime Tshisekedi, allez-y et comprenez une seule chose. Parce qu'aujourd'hui, on dit le chef de l'État trahit tout le monde. Mais ce n'est pas lui, c'est la loi. Si vous avez des problèmes avec la loi, vous n'avez qu'à vous rabattre sur la loi. Albert, la justice dans notre pays existe. Ce n'est pas le moment des intouchables. Qu'est-ce que les gens qui nous regardent actuellement peuvent retenir dans tout ce qu'on vient de dire? Je voulais rencontrer votre préoccupation sur les articles que vous voulez que j'évoque. Même à la prochaine, même le lundi, on peut se retrouver. Moi, je vais vous parler d'un seul article, d'abord. L'article que vous appelez verrouillé. Je ne viens pas dans le terrain que l'honorable voulait m'amener dans l'article 217. Je suis internationaliste de formation d'ailleurs. Et d'ailleurs, je le signale dans ce qui est dit dans l'article 217, j'en connais quelque chose en ce qui concerne les accords, en ce qui concerne ce que nous faisons avec les organisations internationales et autres. Mais ici, je vous parle de l'article 220. Moi, je m'attaque à cet article que vous appelez verrouillé. Pourquoi? Parce que je vous dirais que la forme de l'État congolais pose problème. La forme, quand je vous dis la forme de l'État congolais, chez nous à Bukavu, nous sommes quand même ici du Kivu avec lui, où un peuple est en train de réclamer une province. Pourquoi? Parce que ce peuple-là, le peuple Lega réclame sa province. La province de Lila que le peuple Lega réclame. Pourquoi le peuple Lega réclame la province? Parce qu'il se rend compte que avec la logique de texte de la constitution actuelle, déjà, le peuple en face qui n'est resté que ce sont eux qui doivent présenter des gouverneurs ou des gestionnaires de la province, ça nous posera problème dans la logique de la décentralisation. C'est pas aussi un problème de géopolitique, M. Albert. La géopolitique s'impose partout. Même dans la démarche que je suis en train de vous dire, la géopolitique s'impose. Maintenant, nous autres, la forme de l'État aujourd'hui, dans cette logique de l'administration décentralisée, nous sommes en train de la fustiger en disant que le pays reste unitaire, mais nous voulons avoir dorénavant des gestionnaires de province qui sont nommés par un chef qui aura le pouvoir de nommer ces gens. Parce que j'ai le cas, je peux vous parler de l'Ituri. Il faut qu'on puisse remettre le pouvoir, tous les pouvoirs au président de la République. Si nous devons faire, comme nous avons dit, le droit comparé. En Afrique centrale, nous avons des régimes présidentiels presque partout. Mais aujourd'hui, vous voulez la dictature. Donc vous voulez me dire que non, à Brazzaville, il y a des dictatures. Mais pourquoi pas? Vous voulez me dire que, c'est pas moi, en Ouganda, il y a des dictatures. C'est là où ces gens sont en train de plébisciter. On a combattu tous Mobutu pour ce système-là. On n'a pas combattu Mobutu pour le système présidentiel. Vous voulez me dire aux États-Unis, il y a la dictature? Mais comment ça? Donc vous voulez dire que là où il y a le régime présidentiel, c'est la dictature? Mais c'est comment ça? C'est quoi ça? Zangonga, M. Albert, gardez d'abord votre souffle, vous aurez une minute pour le mot de la fin. Je pars directement chez Honorable. Je crois bien que vous avez pris le temps d'écouter tout ce que M. Albert a dit. Et vous allez essayer aussi de mettre un mot par rapport à notre thématique avant de chuter. Ok, merci beaucoup. Il y a Albert, vous avez des minutes. Oui, il y a Albert qui nous dit que quand le président de la République avait dit qu'à partir de Goma, on pouvait atteindre Kigali, c'est parce qu'il y avait déjà les inciviques dans notre pays. C'est vrai, il y avait des inciviques dans notre pays. Mais qu'est-ce que vous voulez faire dire au chef de l'État, qui ne connaît même plus la géographie? Comment expliquez-vous, je suis à Goma, les inciviques sont à Bunagana, le chef de l'État tourne le dos à Bunagana pour dire à partir d'ici, je peux frapper Kigali. Mais Bunagana qui est à côté de l'Ouganda. Mais il se tourne pour dire à partir d'ici, je ne peux pas frapper Bunagana, je peux frapper Kigali. Mais qu'on nous dise, qu'est-ce qu'on veut dire au chef de l'État? Moi, je ne supporte pas qu'on traite le chef de l'État de quelqu'un qui ne maîtrise pas des choses.
Et malheureusement, ça vient Mais de ce la n'est pas bouche. ce que M. Albert a dit. Mais quand il dit que le chef de l'État a vu des gens à Bunagana, il a attaqué à Kigali, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est les Ça gens veut de, dire- c'est les gens ça de veut dire Kigali que, qui étaient à Bunagana. C'est logique. Voilà, les gens de Kigali Ils ont sont entré à par Bunagana. Bunagana. Mais oui. Par Écoutez, Ouganda. les gens de Mais oui. Kigali sont à Bunagana. Au lieu de les frapper là où ils sont, on frappe Kigali là où ils ne sont plus. Tout ça, ça C'est ne là tient où pas c'est debout. tout C'est de la Ça ne tient réciprocité. pas C'est de debout. la réciprocité. Et mon frère n'a pas répondu à la question par rapport à la Constitution de 1967 où les chefs de leur parti, le numéro 1, Étienne les Sphinx, Tshisekedi, oui. Étienne Tshisekedi Wamulumba, avait signé son article 66 qui est le même article que l'article 217 17. de la Constitution. Et on nous dit que cet article 217 consacre la balkanisation de notre pays. Mais vous La n'avez question, pas voulu est-ce que répondre. les Je crois Sphinx... qu'il doit essayer de répondre ça même à la prochaine Non, 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 numéro. non, laisse- Oui, non, oui, non, donc, je on suis- a dit, quelques on a- secondes. les Je suis en train de toiletter. On nous signale déjà que nous sommes déjà... Oui, je chute en disant, notre frère dit qu'il y a impunité. Quand vous avez dit que le chef de mon parti est humilié, c'est l'impunité. Il faut... J'ai dit Mais de l'impunité. non, il y a impunité, Il a c'est dit la que loi la qui loi est la dure, loi c'est la loi. qui Il a parlé s'explique. de la loi La loi Et est dure, quand mais le c'est la chef loi. de l'État dit que M. Kazadi, ancien ministre des Père de Finances famille. et père de famille, on ne peut pas les toucher, Non, il mais n'a on peut pas dit on toucher ne peut des pas les autres. toucher. Comment on applique la loi Il n'a pas à dit double on ne peut pas vitesse? le toucher. Je pense, on n'a pas eu le temps de toucher l'accord de Washington parce que c'est... Oui, je c'est crois bien une qu'on thématique, doit essayer de parler ça même le lundi. prochainement. Mais moi, je suis en train de chuter en disant, toucher à la Constitution aujourd'hui, que ce soit pour la réviser, c'est contre la même Constitution, les mécanismes sont bien connus. Nous allons la Que changer. la changer, Nous la changer, allons c'est la encore changer. un coup d'État. Pendant qu'il y a un peuple qui nous menace et qui menace la République, le pouvoir lui-même menace aussi la République. Si ça ne s'appelle pas une complicité, j'aimerais qu'on me donne un autre terme. Les M23 attaquent à l'Est et messieurs ici de l'UDPS attaquent à l'Ouest la Constitution. Oui. Qu'est-ce que c'est que... Ce n'est pas... Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire en un mot comme Liloba Yasuka? Liloba Yasuka, nazo loba na population na biso ya Congo. Il faut toter les mains, to lakisa bakonzi ya mboka bazo kamba mboka lelo, bande konanga ya Union Sacrée, que urgence ezali na changement de la constitution te, urgence ezande na sécurité na paix à l'est. Bazong c'est la biso nord et sud Kivu. Qu'on récupère le nord et le sud Kivu. Et la question de la révision, on peut maintenant la traiter avec toute la Merci population beaucoup, entière. honorable. Monsieur Albert, vous avez aussi 30 secondes pour nous couper ce Lobanaye Asuka. Na bawe bazota la biso siko na Singi télévision, na Mosaïque télévision, na ba plateforme na biso nyoso numérique. Numéro na biso za na la télévision, boko comme la biso ba message, boutique ba mituna. Monsieur Albert, vous en biso sur lundi, je le confirme, tout comme monsieur honorable, pour to mega continuer na thématique na biso ya Asuka ou lelo, on va permettre à biso te Liloba Yasuka oyo tolobi na ba Kinois ba Congolais kobongola constitution bukuli konzi constitution na biso kobongola yango ezali motuya mingi pona nini epesa biloko tokotia na kati oyo ekopesa Congo na biso lokumu oyo kokende selon volonté na ba aspiration ya peuple oyo kosala ete monguna oyo kosala ete kotonga nzela kopesa misala ekomi exigence na constitution soki mokonzi ya mboka azwaki gratuité de l'enseignement po eyalaki na constitution yango biso tokopesa makanisi oyo ya sika na kati kuna po bilenge bazwa misala Congo etombwama. Merci beaucoup monsieur Albert, merci beaucoup honorable d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec ces mots de monsieur Albert que soki babongoli constitution de koki soki exigence ekozala na kati nde kopesa biso bilenge misala nde kotongela biso banzela nde tozo clôturer émission ya mokolo ya lelo. Je vous promets de se retrouver encore le lundi avec même ambiance sur nos chaînes partenaires, tout comme aussi sur Singi Télévision, Mosaïque Télévision. Botika la malamu pour na kolanda suite ya programme. Merci. Chaîne de proximité, Kinshasa dans l'écran, c'est ta réalité. Pour la peuple et magazine, viens t'exprimer. Mosaïque, mosaïque, on va te montrer.